Donc, bonjour à tous, bon après-midi. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la Commission des oppositions des marques de commerce qui vous donnera un aperçu des nouveaux pouvoirs conférés aux registraires qui entreront en vigueur le 1er avril 2025. Mon nom est Guylaine Lefebvre, je suis l'analyste des politiques pour la Commission. Je travaille à la commission depuis 2018, donc j'ai eu la chance de travailler sur le dossier du projet de loi C86 depuis ses débuts. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le résultat de plusieurs années de recherche, de consultation et de développement. Aussi avec moi aujourd'hui, ma collègue Ève Effé, qui est membre de la commission. Bonjour Ève. Donc, Ève surveillera la boîte de clavardage tout au long de la présentation afin de prendre connaissance de vos questions. Vous pouvez retrouver la boîte de clavardage, c'est dans le bas de votre écran à la droite. Donc, à ce sujet, je vous précise qu'étant donné que le webinaire n'est que d'une durée d'1 heure, il n'y aura malheureusement pas de temps alloué pour répondre à vos questions en direct aujourd'hui. Par contre, nous vous invitons tout de même à laisser vos questions dans la boîte de clavardage puisque celles-ci nous permettront de modifier nos énoncés de pratique d'ici le 1er avril afin d'y inclure des informations, des indications supplémentaires au besoin. Je vous précise également que la présentation d'aujourd'hui vous sera envoyée par courriel dans les prochains jours et que l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui et celle de demain, qui est en anglais, sera publié sur le site web de l'OPIC au cours du mois de mars, donc vous pourrez aller la reconsulter au besoin. Alors, sans plus tarder, commençons. Et Ève, n'hésite pas à bonifier mes propos ou à m'interrompre à tout moment au besoin. Donc, voici un aperçu de la présentation d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vais passer brièvement en revue les modifications qui sont apportées à la loi sur les marques de commerce, qui sont inclus dans la loi depuis 2018, mais qui ne sont toujours pas en vigueur. Donc, celles-ci aussi, elles vont entrer en vigueur le 1er avril 2025, en même temps que les modifications au règlement. À ce sujet, j'ai le plaisir de vous informer que les modifications au règlement ont été publiées dans la Gazette du Canada, partie 2, hier. Vous avez fort probablement reçu une communication de l'OPIC à ce sujet. Sinon, vous allez voir dans la boîte de clavardage, on a mis un lien qui vous mène directement à la page du site web de la Gazette où sont publiées les modifications au règlement. Ensuite, j'aborderai plus en profondeur les nouveaux pouvoirs du registraire. Donc, dans l'ordre, on regardera tout d'abord les ordonnances de confidentialité, ensuite l'adjudication des frais et je vais terminer avec la gestion de l'instance. Vous allez voir tout au long du webinaire, sur les diapos, des références aux articles, à la loi sur les marques de commerce et au règlement sur les marques de commerce, tels qu'ils seront modifiés le 1er avril. Vous allez voir également qu'on a inclus quelques alertes et conseils qui apparaîtront en jaune. Donc, en avril 2018, le gouvernement du Canada a lancé sa stratégie en matière de propriété intellectuelle qui contenait des propositions législatives dont certaines avaient pour but d'améliorer l'efficacité du règlement des litiges en propriété intellectuelle et à souligner l'importance de l'emploi dans le régime des marques de commerce. D'autres visaient à répondre à des préoccupations soulevées par les parties prenantes et à combler certaines lacunes dans le cadre législatif des marques de commerce. Donc, au cours de cette même année, donc en 2018, ces propositions législatives ont été incorporées dans la loi sur les marques de commerce par l'entremise de la loi numéro 2 d'exécution du budget de 2018, donc plus communément appelé le projet de loi C86, qui a reçu sanction royale en décembre 2018. Donc, dans ce tableau-là, vous retrouvez à la première colonne une liste des modifications, des
une liste des articles du projet de loi C-86. Ensuite, dans la deuxième colonne, vous avez les modifications législatives auxquelles se rapportent les articles du projet de loi. Et finalement, dans la dernière colonne, les nouvelles dispositions de la loi sur les marques de commerce. Donc, toutes ces modifications-là découlent des objectifs de la stratégie en matière de propriété intellectuelle. Dans les quelques diapositives à venir, je vais passer brièvement en revue ces modifications à la loi avant d'approfondir les 3 nouveaux pouvoirs du registraire. Donc, commençons d'abord par les changements qui sont relatifs aux marques officielles que vous retrouvez principalement aux articles 9.3 et 9.4, donc 9 alinéa 3, 9 alinéa 4 de la loi sur les marques de commerce. Donc, ces changements introduisent un nouveau mécanisme qui permettra au registraire, de sa propre initiative ou sur réception d'une demande, de donner un avis public que l'interdiction concernant l'adoption ou l'utilisation d'une marque officielle ne s'applique plus dans les cas où le titulaire de la marque officielle n'est pas une autorité publique ou n'existe plus. Vous recevrez plus d'informations sur ceci de nos collègues de la Direction des marques de commerce au cours des prochaines semaines qui vous donneront des détails sur comment ces changements seront mis en œuvre. Il y a 2 modifications à la loi sur les marques de commerce qui auront un impact sur les recours devant la Cour fédérale et les appels des décisions de la Commission devant la Cour fédérale. Vous retrouvez la première modification à l'article 53.2, alinéa 1.1 de la loi, qui vient ajouter l'obligation de démontrer l'emploi de la marque au cours des 3 premières années de l'enregistrement pour pouvoir obtenir réparation dans une action en contrefaçon ou en dépréciation de l'achalandage. Cette modification vient renforcer l'importance de l'emploi dans le régime des marques de commerce et vient garantir que les propriétaires de marques enregistrées utilisent leurs marques sur le marché canadien avant de tenter de faire valoir leurs droits devant les tribunaux. La deuxième modification relative aux procédures devant la Cour fédérale concerne les appels des décisions de la Commission et elle se retrouve spécifiquement à l'article 56 alinéa 5 de la loi sur les marques de commerce. Elle retire la capacité qui est présentement assurée de pouvoir produire une preuve additionnelle à la Cour lors d'un appel et introduit l'exigence de devoir demander une permission avant de pouvoir déposer cette preuve à la Cour. Cette modification vise, entre autres, à éviter les situations où une partie produirait une preuve minimale ou, disons, limitée devant la Commission, dans le but d'introduire le reste de ces éléments de preuve au moment de l'appel devant la Cour fédérale. Il est espéré que ce changement entraînera une plus grande efficacité dans le règlement des litiges devant la Commission, afin que ceux-ci soient pleinement jugés dès la première occasion. La prochaine modification en est une que la Commission attendait depuis un long moment, soit la capacité pour le registraire de considérer une opposition comme retirée lorsque l'opposant fait défaut de poursuivre son opposition. Donc, c'est spécifiquement aux articles 11.13, alinéa 6.2 et 36.1 que vous retrouvez ceci. Il y a 2 articles puisque l'autorité est introduite à la fois pour les procédures d'opposition dites régulières et pour la procédure d'opposition pour s'opposer à l'inscription d'une indication géographique. Donc, ces nouvelles dispositions sont l'équivalent de l'article 36 qui existe déjà, qui est plus souvent utilisé par nos collègues de la Direction des marques de commerce, mais que la Commission utilise aussi parfois, comme par exemple dans les cas où un requérant produit une contre-déclaration, mais ne soumet pas par la suite de preuves ou d'observations écrites. À ce moment-là, la Commission va envoyer une lettre
demandant si le requérant est toujours intéressé à ce que cette procédure continue. Et si aucune réponse n'est reçue, la commission considère la demande comme abandonnée en vertu de l'article 36. Donc, les nouvelles dispositions que vous voyez à l'écran permettent au registraire de faire la même chose, mais avec les opposants. Donc, lorsqu'un opposant ne prendra aucune mesure après avoir soumis sa déclaration d'opposition, le registraire pourra lui écrire pour lui demander s'il souhaite poursuivre l'opposition. Si aucune réponse n'est reçue, l'opposition sera considérée comme retirée. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et regardons en détail les nouveaux pouvoirs du registraire d'adjuger des frais, d'octroyer des ordonnances de confidentialité et d'exercer une gestion de l'instance, qui sont tous des pouvoirs qui, en plus des modifications à la loi, ont nécessité des modifications au règlement sur les marques de commerce. Donc, ils adressent, comme je disais plus tôt, des lacunes dans le cadre législatif des marques de commerce qui avaient été soulevées au moment de la stratégie. Donc, par exemple, l'incapacité d'adjuger des frais contre les parties qui adoptent des comportements indésirables ou inefficaces lors de procédures, l'incapacité de pouvoir protéger contre la divulgation publique des informations confidentielles qui seraient contenues, par exemple, dans des éléments de preuve qu'une partie souhaite produire dans une procédure, ou l'absence d'une autorité spécifique donnant au registraire des moyens de gestion de l'instance pour faire avancer les procédures de la manière la plus efficace et rentable. Donc, les tribunaux canadiens ont indiqué à plusieurs reprises que les procédures judiciaires doivent être ouvertes au public et ça, c'est conformément au principe de la publicité des débats judiciaires qui prévoit que l'accès est le meilleur moyen pour obtenir la confiance du public dans l'intégrité du système de justice et la compréhension du public de l'administration de la justice. Cela étant dit, il est reconnu qu'il arrive parfois que des intérêts publics importants doivent être protégés dans certains cas. Donc, à compter du 1er avril, la Commission aura le pouvoir d'accorder des ordonnances de confidentialité. Ces ordonnances limiteront l'accès du public à des renseignements personnels spécifiques qu'une partie voudrait déposer en preuve, des renseignements personnels ou des renseignements confidentiels. C'est un type d'ordonnance qui est différent des ordonnances qui sont dites conservatoires, qui, elles, sont plutôt utilisées lorsqu'une partie a des préoccupations concernant la divulgation de renseignements à l'autre partie quand il est requis de le faire, comme par exemple dans le cas de la divulgation de la preuve. Comme c'est le cas dans toute autre instance judiciaire, le registraire estime que ces ordonnances seront des mesures exceptionnelles parce qu'elles causent un départ significatif par rapport au principe de publicité des débats judiciaires. Donc, autrement dit, le registraire considère que l'utilisation excessive d'ordonnances de confidentialité ou d'ordonnances qui auraient une trop grande portée nuirait à sa capacité d'émettre des motifs de décision clairs, intelligibles et qui divulguent publiquement tous les renseignements pertinents sur lesquels les décisions sont fondées. Donc, c'est le nouvel article 45.1 de la loi et l'article 95.1 du règlement qui gouverneront les ordonnances de confidentialité. Ce pouvoir de garder confidentiel, il est limité aux éléments de preuve et c'est une limitation qui se retrouve spécifiquement à l'alinéa 1 de l'article 45.1. Pour la chronologie des étapes, la demande d'ordonnance de confidentialité va s'apparenter un peu au processus dans le cadre d'une décision interlocutoire qui, elle, doit être demandée avant de produire la contre-déclaration. Donc, ce sera la même chose dans le cas d'une ordonnance de confidentialité. La demande devra être déposée avant le dépôt de la preuve en question.
Et à ce sujet, j'attire particulièrement votre attention à l'alinéa 2 de l'article 45.1 qui prévoit que le registraire ne pourra pas examiner la demande si la partie qui demande l'ordonnance dépose sa preuve avant que le registraire émette sa décision en ce qui concerne la confidentialité. Donc, par exemple, si au 1er avril, vous déposez une demande pour rendre confidentielle de la preuve qui a déjà été soumise au registraire, elle sera refusée. Le processus pour obtenir une ordonnance de confidentialité est détaillé à l'article 95.1 du règlement, puis vous avez aussi ces détails-là dans l'énoncé de pratique sur les ordonnances de confidentialité. Donc, dans l'énoncé de pratique, on spécifie, entre autres, que une demande d'ordonnance de confidentialité n'aura pas d'effet sur l'échéancier pour produire et signifier votre preuve. Par contre, il vous sera possible de demander une prolongation de délai avant ou même en même temps que vous demandez votre ordonnance de confidentialité. Donc, le processus débute avec la demande d'une partie de garder confidentiels certains éléments de preuve. Cette demande devra être déposée, je le spécifie, via les services en ligne de la Commission. Si l'autre partie n'a pas consenti à l'ordonnance de confidentialité, le registraire va lui demander de lui faire part de ses commentaires et fixera une échéance pour sa réponse. Après avoir examiné les observations de l'autre partie ou si aucune observation n'est reçue, le registraire rendra son ordonnance ou refusera la demande en indiquant les raisons qui motivent sa décision. Il accordera également à ce moment-là la prolongation de délai pour présenter et signifier la preuve si elle a été demandée. Et cette prolongation sera en général d'1 mois à compter de la date de l'ordonnance de confidentialité. Donc, les informations qui doivent être contenues dans la demande sont mentionnées à l'article 95.1, alinéa 1 du règlement. Puis, encore une fois, vous avez toutes ces informations-là dans l'énoncé de pratique sur les ordonnances de confidentialité. Donc, vous devez inclure une description des éléments de preuve que vous souhaitez garder confidentiels, une déclaration selon laquelle ces éléments de preuve n'ont pas été rendus publics, les motifs pour lesquels ces éléments de preuve devraient être gardés confidentiels et une indication précisant si l'autre partie consent à la demande. Je vous fais remarquer que la demande pour une ordonnance de confidentialité et les commentaires qui vont être reçus de l'autre partie demeurent publics. Donc, ce sera très important de vous assurer que vous ne décrivez pas les éléments de preuve que vous souhaitez protéger de manière à en divulguer le contenu quand vous allez nous soumettre votre demande. L'énoncé de pratique précise également, comme je l'ai mentionné plus tôt, que si vous l'avez demandé, le registraire vous accordera généralement une prolongation de délai d'1 mois pour soumettre et signifier vos éléments de preuve à compter de la date de l'ordonnance de confidentialité. Tel que mentionné aussi précédemment, une chose très importante qui est à ne pas oublier, c'est de ne pas soumettre votre preuve avant ou même avec votre demande pour une ordonnance de confidentialité, puisqu'une fois que une fois que la preuve est soumise, le registraire ne pourra plus accorder d'ordonnance de confidentialité. Il y a un critère bien établi par la jurisprudence pour rendre une ordonnance de confidentialité. C'est un critère qui a d'abord été formulé par la Cour suprême dans l'arrêt Sierra Club en 2002 et qui a plus récemment été reformulé dans l'arrêt Sherman Estate contre Donovan en 2021. Donc, le test est composé de 3 volets. Premier volet, la divulgation de l'information en question doit poser un risque sérieux
pour un intérêt public important. Deuxième volet, l'ordonnance sollicitée doit être nécessaire pour écarter ce risque sérieux parce que d'autres mesures raisonnables ne permettent pas d'écarter ce risque. Donc, par exemple, si une ordonnance de confidentialité était demandée pour protéger les noms des clients ou leurs adresses sur des factures, cette partie-là du critère se demanderait si le caviardage des noms ou des adresses des clients ne constituerait pas plutôt une mesure de rechange. Et dernier volet, du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l'ordonnance doivent l'emporter sur ses effets négatifs. Donc, les tribunaux ont identifié certains intérêts comme étant publics et importants, comme par exemple l'intérêt public pour la préservation d'engagements contractuels, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'une partie serait obligée de manquer à ses obligations contractuelles, de protéger les renseignements confidentiels d'un tiers. L'intérêt public pour la préservation de la dignité humaine et l'intérêt public pour une concurrence loyale. Ce qui est clair, c'est que en l'absence d'une composante publique à l'intérêt qui est à risque, la demande d'ordonnance sera refusée. Donc, on doit aller au-delà de l'intérêt qui est purement privé. Donc, ça ne serait pas suffisant d'alléguer, par exemple, qu'une information financière confidentielle devrait rester confidentielle. Il faut identifier et expliquer comment la divulgation de cette information porterait réellement une atteinte à un intérêt public important. À ce sujet, je vous cite un passage de l'arrêt Sherman Estate particulièrement intéressant où la Cour suprême mentionne que la divulgation d'informations dans le cadre du processus judiciaire peut être source d'inconvénients et d'embarras, mais ce désagrément n'est pas suffisant pour réfuter la forte présomption de publicité des débats judiciaires. En ce qui a trait à la partie du test qui concerne autres mesures raisonnables, vous allez devoir vous poser la question, y a-t-il un autre moyen de protéger cette information-là afin qu'on évite qu'une ordonnance de confidentialité n'ait à être accordée? La Commission accepte depuis longtemps de la preuve qui a été caviardée, comme par exemple pour masquer les noms et les adresses des clients ou pour masquer des prix unitaires. Donc, une partie devra démontrer que le caviardage n'est pas une alternative raisonnable. Comme vous le voyez à la première puce de la diapo, ce principe a aussi été incorporé dans l'article 95.1 alinéa 2 du règlement sur les marques de commerce, qui mentionne que pour décider s'il rend une ordonnance de confidentialité, le registraire doit tenir compte de l'intérêt public à l'égard de la publicité des débats judiciaires. Donc, nous avons regroupé quelques pratiques que nous vous suggérons d'adopter lorsqu'une ordonnance de confidentialité est demandée. Premièrement, on vous conseille de clairement identifier l'intérêt public en question et comment il serait affecté par la divulgation des renseignements confidentiels. Si possible, donnez beaucoup d'informations à ce sujet et ajoutez de la jurisprudence si vous en avez. Ensuite, on vous conseille de limiter les renseignements à garder confidentiels à un minimum. Donc, si on voit qu'au niveau de la proportionnalité, on nous demande de garder une petite partie d'un document confidentiel plutôt qu'un document au complet, ce sera peut-être plus avantageux pour vous. Et en terminant, c'est important de fournir les raisons pour lesquelles le caviardage ou d'autres mesures ne seraient pas raisonnables dans les circonstances. Et ça vient rejoindre le deuxième volet du test. Donc, si vous êtes en mesure d'inclure tout ceci dans votre demande
Elle sera plus susceptible d'être accordée car le registraire aura toutes les infos dont il a besoin. Si l'ordonnance de confidentialité est accordée, le registraire la préparera sur la base de l'ordonnance type qui se retrouve à l'annexe A de l'énoncé de pratique et c'est une ordonnance qui est aussi inspirée de l'ordonnance type de la Cour fédérale. C'est une ordonnance qui vise à trouver un équilibre entre la protection suffisante de renseignements confidentiels et une exigence qui ne doit pas être excessivement contraignante. L'ordonnance précisera comment tous les documents qui réfèrent aux renseignements qui ont été désignés comme confidentiels doivent être soumis au registraire et signifiés à l'autre partie. Donc, cela inclurait tous les documents qui font référence aux renseignements qui sont confidentiels. Donc, pas seulement la preuve. Par exemple, ça pourrait être la transcription d'un contre-interrogatoire ou des observations écrites. Pour l'instant, la soumission de documents confidentiels se fera en format papier, mais ceci pourrait être appelé à changer. L'ordonnance va aussi préciser l'apparence que doit avoir la version publique du document qui sera également soumise. Par exemple, le document devra être caviardé. On va aussi préciser, l'ordonnance va aussi préciser à qui peut être divulgués les renseignements confidentiels et va inclure une limite qui vient spécifier que les renseignements confidentiels ne doivent être utilisés qu'aux fins de la procédure. Elle va également fournir un mécanisme dans les cas où, par exemple, une partie dépose des documents de façon confidentielle qui ne sont pas visés par l'ordonnance, ou dans le cas où une partie, par erreur, déposerait des documents qui sont confidentiels, mais elle les déposerait de façon publique, ou dans le cas où une partie dépose des documents qui devraient être rendus confidentiels. L'ordonnance prévoira aussi qu'une fois la décision finale produite et la procédure conclue, et ça comprend les appels, les documents devront être détruits, à l'exception de ceux en la possession des agents qui, eux, pourront conserver une copie un peu plus longtemps. C'est l'article 95.1 alinéa 4 du règlement qui permet au registraire de modifier ou d'annuler une ordonnance de confidentialité. Donc, quelques scénarios où cela pourrait se produire. Premièrement, si dans une instance, une ordonnance de confidentialité est en place et que des preuves supplémentaires doivent être déposées de manière confidentielle, les parties ou le registraire peuvent décider qu'il est plus efficace de modifier l'ordonnance pour y ajouter ce matériel supplémentaire et ainsi avoir une seule ordonnance dans la procédure plutôt que d'émettre une deuxième ordonnance. Puis en ce qui concerne l'annulation de l'ordonnance, ben, les parties pourraient peut-être chercher à la faire annuler si, par exemple, la preuve est devenue publiquement disponible. L'article 45.1 alinéa 5 de la loi oblige le registraire à prendre les mesures nécessaires afin que la preuve demeure confidentielle lorsque celle-ci est transmise à la Cour fédérale. Donc, typiquement, la partie qui produit l'avis d'appel à la Cour inclut aussi dans son avis ou dans sa demande que les documents qui sont en la possession du registraire soient transmis à la Cour. Et ceci, elle peut le faire, donc elle peut inclure cette demande de transmission-là à son avis d'appel. C'est en vertu de la règle ou l'article 317 des règles des cours fédérales. Par contre, il est important de noter que les documents, une fois qu'ils sont transmis à la Cour, les documents feront partie de l'annexe du dossier de la Cour, lequel, en l'absence d'une ordonnance de confidentialité de la Cour, est accessible au public.
Donc, il y a quelques options qui s'offrent à vous afin de vous assurer que votre preuve demeure confidentielle après la transmission du dossier. Donc, première option, si vous êtes la partie qui dépose l'avis d'appel et que vous êtes aussi la partie qui a demandé de garder confidentiels certains renseignements devant la commission, vous pouvez décider de ne pas inclure dans votre avis d'appel la demande de transmission et attendre d'avoir obtenu une ordonnance de confidentialité de la Cour avant de faire cette demande-là. Autre option, si vous êtes la partie qui a fait garder confidentiel des renseignements devant la commission, mais que vous n'êtes pas la partie qui dépose l'avis d'appel à la Cour. À ce moment-là, vous allez devoir réagir rapidement pour protéger votre information. La règle 318 alinéa 2 des règles des cours fédérales, vous permet de vous opposer à la demande de transmission. Vous pourriez vous opposer, par exemple, à ce que tout le dossier soit transmis à la Cour ou vous pouvez demander à ce que seulement les documents qui ne contiennent pas d'infos confidentielles soient transmis en attendant que vous puissiez demander une ordonnance de confidentialité à la Cour. Et à ce sujet, je vous mentionne que vous pouvez demander une requête en confidentialité à la Cour en vertu de l'article 151, alinéa 1 des règles des cours fédérales. Donc, à la lumière de ceci, la Commission a établi que lorsqu'elle va recevoir une demande de transmission d'un dossier dans lequel il y a des renseignements qui ont été désignés comme confidentiels par la Commission, elle va attendre 15 jours à partir de la date à laquelle elle reçoit la requête pour transmettre les documents à la Cour. Ce 15 jours-là, c'est pour vous permettre de demander une ordonnance de confidentialité à la Cour ou de réagir de la façon qui vous semblera la plus appropriée selon les circonstances pour protéger votre information. En terminant, si vous devez faire exécuter une ordonnance de confidentialité, ce sera auprès de la Cour fédérale, car le registraire n'a pas le pouvoir de faire exécuter une ordonnance. Pour ce faire, l'article 45.1 alinéa 6 spécifie que vous devez déposer une copie certifiée de l'ordonnance à la Cour et qu'une fois déposée, cette ordonnance sera assimilée à une ordonnance de la Cour et elle pourra être exécutée comme telle. Vous pouvez obtenir une copie certifiée de l'ordonnance auprès de l'OPIC, de la même façon que vous pouvez demander une copie certifiée de n'importe quel autre document présentement qui serait en la possession du registraire. Si vous êtes intéressé de la consulter, c'est la partie 12 des règles des cours fédérales qui traite spécifiquement de l'exécution forcée d'ordonnances. Il est important aussi de noter que la violation d'une ordonnance de confidentialité peut résulter en l'adjudication de frais sur la base d'un comportement déraisonnable. Donc, passons maintenant au pouvoir au pouvoir du registraire d'adjuger des frais. Donc, l'adjudication des frais a été introduite dans le cadre de la stratégie en matière de pays pour améliorer l'efficacité du règlement des litiges en propriété intellectuelle et inciter les parties à faire progresser de façon plus efficiente les procédures devant le registraire. Donc, lorsqu'on a développé les articles du règlement qui énoncent les circonstances qui donnent lieu à des frais, on cherchait vraiment des comportements qui entraînent des retards et des dépenses à la fois pour les parties et pour la commission. Par exemple, vous allez voir à la prochaine diapo que des frais peuvent être adjugés si une partie retire sa demande d'audience moins de 14 jours avant la date de l'audience. Donc, ceci est un exemple clair d'une circonstance qui entraîne des dépenses inutiles non seulement pour l'autre partie, mais aussi pour la commission.
puisque plusieurs heures et dépenses sont normalement investies pour la préparation à une audience, tant par le décideur de la commission qui est en charge du dossier que pour l'autre partie. Deuxième point, contrairement au régime en place devant les tribunaux, les frais à la commission ne seront pas adjugés pour indemniser la partie gagnante. Par conséquent, ça pourrait se produire que le registraire adjuge des frais contre une partie lorsque les circonstances particulières s'appliquent, même si la partie a eu gain de cause dans le cadre de la procédure. Aussi, l'adjudication des frais à la commission ne visera pas à empêcher une partie de participer pleinement à une procédure ou d'avoir une représentation, disons, dévouée devant la commission. Nous sommes bien conscients que tous ont des stratégies différentes quant à la façon de naviguer une procédure devant la commission. Et notre intention n'est pas de mettre une limite à ces stratégies, sauf par contre si elles résultent en des comportements déraisonnables qui causent des délais et des dépenses indues. Autre point important, l'adjudication des frais sera considérée comme exceptionnelle par la commission. Nous ne nous attendons pas à ce que des frais soient adjugés dans toutes les procédures. Et finalement, le registraire considérera l'adjudication des frais seulement à la demande d'une partie, donc il ne le fera jamais de sa propre initiative. Je vous mentionne aussi que vous verrez qu'en vertu du libellé des articles sur les frais, c'est un pouvoir qui est discrétionnaire. Donc, le registraire ne sera pas tenu d'adjuger des frais. Vous allez voir, le règlement indique que le registraire peut adjuger des frais. Donc, il y aura des situations qui seront tout à fait justifiées, qui ne mèneront pas à des frais. Comme si je reprends l'exemple que j'ai donné précédemment, lorsqu'une partie annule une demande d'audience à la dernière minute, mais que cela est dû à la suite, par exemple, d'un accident d'auto ou un diagnostic de maladie grave, ben, dans ce cas-là, le registraire refusera fort probablement d'adjuger des frais. Il existe deux types de frais qui s'appliquent à l'ensemble des trois procédures possibles devant la commission. Donc, à la procédure d'opposition, à celle en vertu de l'article 45 et la procédure d'opposition pour s'opposer à l'inscription d'une indication géographique. Le premier type s'applique lors de l'annulation tardive d'une audience, donc lorsque la partie retire sa demande d'audience moins de 14 jours avant la date prévue de l'audience. Si les frais sont adjugés sur cette base, ils seront de 2 fois le droit prescrit pour engager la procédure. Je mentionne que ce type de frais peut être demandé dans le cas du retrait d'une demande d'audience et non dans le cas d'une remise d'audience ou d'un ajournement. Dans le cas où une partie qui a demandé sa Dans le cas où une partie qui a demandé sa demande d'audience la retire 3 semaines avant la date de l'audience, le registraire n'adjugera généralement pas de frais si l'autre partie annule également sa demande moins de 2 semaines avant la date prévue de l'audience. Le deuxième type de frais qui s'applique à toutes les procédures, c'est celui lorsqu'une partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards ou des dépenses dans la procédure. Donc, si les frais sont engagés sur cette base, le montant sera de 5 fois le droit prescrit pour engager la procédure. Je vous mentionne que, peu importe le type de frais, le registraire n'aura pas de discrétion concernant les montants. Donc, si les frais sont adjugés, ce sera ces montants-là. Il ne pourra pas, par exemple, réduire un montant s'il estime qu'un comportement était déraisonnable, mais que les retards et les dépenses engendrées n'étaient pas si importants.
Je vois que dans le clavardage, on a posé la question, est-il possible d'avoir une copie de vos diapos? Bien sûr. En début de présentation, j'ai mentionné que la présentation d'aujourd'hui sera envoyée par courriel aux participants et vous allez aussi avoir accès à l'enregistrement de la présentation au cours du mois de mars puisqu'il sera publié sur le site web de l'OPIC. Donc, en ce qui concerne spécifiquement le comportement déraisonnable, les facteurs qui vont être considérés par le registraire pour décider s'il est approprié de conclure à un comportement déraisonnable sont, bon, bien sûr, le contexte général, mais aussi la nature et le but de la procédure, la durée et les causes des retards, et l'étendue et les causes des dépenses subies par la partie. Ces facteurs ne sont pas exhaustifs. Des facteurs contextuels supplémentaires pourraient faire l'objet de considérations dans un cas particulier. Donc, les parties sont bienvenues de nous faire part de ces autres facteurs. Voici des exemples de comportements qui pourraient sembler déraisonnables. Donc, encore une fois, tout dépend du contexte et qui pourraient résulter en des dépenses ou des retards induits. Vous retrouvez ces exemples ainsi que d'autres dans l'énoncé de pratique sur l'adjudication des frais. Donc, premier exemple, omettre de se présenter à une audience ou de participer à un contre-interrogatoire sans en informer l'autre partie. Violer une ordonnance de confidentialité. Manquer de coopération avec l'autre partie pour planifier les contre-interrogatoires. Maintenir un motif d'opposition qui n'a aucune chance raisonnable d'être accueilli. Agir de manière irrespectueuse ou se moquer de l'autre partie. Donc, en général, le registraire n'adjugera pas des frais pour des problèmes qui sont mineurs, qui surviennent au cours d'une procédure. Cela étant dit, bien qu'un seul acte ne soit pas nécessairement déraisonnable en lui-même, le registraire pourrait tout de même adjuger des frais si une série d'actes entraîne un comportement général d'une partie qui deviendrait déraisonnable et qui entraînerait indûment des retards ou des dépenses dans la procédure. Les deux autres types de frais ne s'appliquent qu'aux procédures d'opposition. Donc, le premier, c'est lorsqu'une demande d'enregistrement est rejetée au motif qu'elle a été produite de mauvaise foi à l'égard d'au moins un des produits ou services. Donc, ce type de frais est directement lié à l'un des piliers de la stratégie en matière de propriété intellectuelle qui était de réduire les éventuelles demandes d'enregistrement produites de mauvaise foi. Pour bien comprendre ce type de frais-là, il faut comprendre à la base les limites, donc le cadre à l'intérieur duquel la Commission a dû rester dans le développement de ce type de frais pour faire avancer les objectifs de la stratégie. Donc, si on retourne en arrière, le pouvoir général d'adjuger des frais qui a été donné au registraire dans le cadre de C86, c'est un pouvoir qui est strictement lié à des procédures spécifiques. Donc, dans le cadre de la procédure d'opposition, la procédure en vertu de l'article 45 et la procédure d'opposition contre l'inscription d'une indication géographique, et non à ce qui se passe à l'étape de l'examen de la demande. Donc, pour le type de frais qui est relié au fait qu'une demande est rejetée au motif qu'elle a été produite de mauvaise foi, le registraire doit se pencher sur le comportement du requérant lors de la procédure d'opposition afin de pouvoir exercer son pouvoir discrétionnaire d'adjuger des frais dans les limites que lui a fixées C86. Nous considérons qu'un requérant a plusieurs opportunités entre le moment où la déclaration d'opposition est soumise, une déclaration qui contient un motif d'opposition fondé sur la mauvaise foi, et la décision finale pour abandonner sa demande.
Donc, un requérant qui choisit de poursuivre la procédure d'opposition, même s'il sait que sa demande sera probablement rejetée au motif qu'elle a été produite de mauvaise foi. Donc, un requérant qui décide de continuer à engager le temps et les ressources de l'opposant et de la commission sera considéré comme ayant un comportement indésirable qui mène à des frais. Si les frais sont adjugés sur cette base, le montant des frais sera de 10 fois le droit prescrit pour produire une déclaration d'opposition. Pour le type de frais qui est relié aux demandes divisionnaires, c'est lorsqu'une partie produit une demande divisionnaire le jour où la demande originale est annoncée ou après. Vous allez voir, dans l'énoncé de pratique, on mentionne que le registraire n'adjugera généralement pas de frais dans les cas où une seule demande divisionnaire a été déposée, puisqu'une telle demande divisionnaire pourrait appuyer des négociations en vue d'un règlement. Par exemple, nous considérons qu'il serait efficace de diviser une demande pour inclure d'un côté les produits ou services qui peuvent procéder vers l'enregistrement et de l'autre ceux pour lesquels on désire une décision. Bien qu'il pourrait y avoir des raisons pour lesquelles un requérant divise sa demande, disons, en 5 demandes divisionnaires, le registraire considère que ceci rajoute plusieurs inefficacités à la procédure et que l'on s'éloigne de la logique de la division unique. Si les frais sont adjugés sur cette base, le montant des frais sera de 2 fois le droit prescrit pour produire une déclaration d'opposition par demande divisionnaire. Donc, il y a différents délais pour présenter votre demande de frais selon s'il y a eu ou non une audience. Premièrement, c'est important de noter qu'une demande de frais doit être absolument présentée via les services en ligne de la Commission et dans les délais qui sont indiqués dans le règlement. Une demande qui n'est pas déposée de cette façon ou qui est présentée à un moment autre que dans ces délais ne sera pas considérée par le registraire. Donc, si aucune des parties n'a produit une demande d'audience, une partie peut produire sa demande de frais dans les 14 jours suivant la fin de la période d'un mois au cours de laquelle une demande d'audience peut être produite. Si les deux parties ont produit une demande d'audience qui est conditionnelle à l'autre partie demandant également une audience, ben, à ce moment-là, la commission considère le dossier comme si personne n'avait demandé une audience et on se retrouve au même cas que dans la situation numéro 1 et la demande d'audience, la demande de frais peut se faire 14 jours après la fin de la période d'un mois pour demander une audience. Si les deux parties ont demandé une audience, chaque partie peut produire sa demande d'adjudication de frais dans les 14 jours suivant soit la date à laquelle l'audience se termine ou la date à laquelle le registraire avise les parties que l'audience est annulée. Je porte votre attention au fait que une seule prolongation de délai d'un maximum de 14 jours sera généralement accordée pour déposer votre demande de frais si vous en faites la demande. Les renseignements que vous devez inclure dans votre demande de frais diffèrent selon la circonstance pour laquelle vous demandez des frais. Vous allez remarquer que les services en ligne vont vous guider pour vous aider à inclure ce que le registraire exige et vous avez aussi tous ces renseignements-là dans l'énoncé de pratique. Donc, pour l'annulation tardive d'une audience, on a besoin de la date à laquelle l'audience était prévue et la date de l'annulation. Pour le comportement déraisonnable, vous devez nous fournir la date à laquelle a eu lieu le comportement et, très important, la façon dont il a entraîné indûment des retards ou des dépenses. Pour ce type de frais-là,
il vous est aussi possible dans les services en ligne d'ajouter des documents à l'appui de votre demande. Par exemple, des documents qui démontrent que l'autre partie n'a pas coopéré pour céduler un contre-interrogatoire, parce que ça, c'est un exemple de document que le registraire n'aurait pas en sa possession. Vous pouvez nous présenter ces documents supplémentaires-là dans la forme qui vous convient. Donc, ça peut être sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle ou non. C'est à votre discrétion. Pour une demande divisionnaire, on a besoin du numéro de la demande originale, la date à laquelle la demande originale a été annoncée, les numéros de demande de toutes les demandes divisionnaires et la ou les dates auxquelles les demandes divisionnaires ont été produites. Puis, pour le motif d'opposition fondé sur la mauvaise foi, vous avez tout simplement qu'à nous indiquer le motif d'opposition pertinent dans la déclaration d'opposition. En ce qui a trait au processus de demande de frais, il débute avec le dépôt d'une demande de frais. Ensuite, le registraire demandera à l'autre partie ses commentaires, prendra en considération la réponse de l'autre partie et fournira les raisons de sa décision relative aux frais dans la décision finale relative à la procédure. Tout comme pour les ordonnances de confidentialité, une partie qui voudrait faire exécuter l'ordonnance de frais devra déposer une copie certifiée de l'ordonnance auprès de la Cour fédérale. Le règlement comprend des dispositions transitoires pour chacun des types de frais qui suivent le principe selon lequel les parties doivent connaître la loi avant d'agir. Et ça aussi, vous allez voir, c'est tout inclus dans l'énoncé de pratique. Donc, le registraire adjugera des frais seulement si, dans le cas de l'annulation tardive d'une audience, la date de l'audience est prévue pour le 15 avril ou après. Dans le cas d'un comportement déraisonnable, le comportement doit avoir eu lieu le ou après le 1er avril 2025. Pour ce qui est des demandes divisionnaires, la demande divisionnaire doit avoir été produite le ou après le 1er avril 2025. Et finalement, pour un motif d'opposition fondé sur la mauvaise foi qui serait accueilli, il doit avoir été inclus dans la déclaration d'opposition produite ou modifiée le ou après le 1er avril 2025. Donc, c'est ça, comme je vous disais, vous avez toutes ces informations-là dans l'énoncé de pratique aussi. En terminant, on vous a aussi regroupé quelques pratiques qu'on vous suggère d'adopter si vous demandez des frais pour un comportement déraisonnable. Donc, premièrement, tout au long de la procédure, identifiez lorsque la conduite de l'autre partie entraîne indûment des retards et des dépenses. Donc, autrement dit, bâtissez votre dossier au fur et à mesure. Comme par exemple, si vous avez des difficultés avec l'autre partie à céduler un contre-interrogatoire et que vous finissez par devoir demander au registraire de fixer la date du contre-interrogatoire, bien, mentionnez dans votre demande comment ceci vous cause un retard ou des dépenses. Autre conseil, mentionnez quand vous avez des problèmes à obtenir le consentement de l'autre partie pour des prolongations de délai, comme par exemple dans le cas d'une prolongation de délai pour un délai de conciliation, donc cooling off. Dernier conseil, détaillez dans votre demande, détaillez pourquoi le comportement est déraisonnable et reliez-le au retard et dépenses. Donc, expliquez comment la conduite a rallongé la procédure et expliquez quelles sont les dépenses qui ont été encourues. Terminons maintenant avec la gestion de l'instance. Donc, en conformité, encore une fois, avec certains piliers de la stratégie en matière de propriété intellectuelle,
comme celui de rendre le processus de résolution des litiges plus efficace, on a introduit la gestion de l'instance à la Commission dans le projet de loi C-86, mais en ajoutant certains pouvoirs au registraire. La Commission pratique depuis longtemps la gestion de l'instance en vertu du principe de common law selon lequel le registraire, lorsqu'il existe une fonction quasi-judiciaire, est maître de sa propre procédure. Donc, cela s'est traduit, par exemple, par la tenue d'une audience pour entendre plusieurs affaires connexes, prolonger des délais afin d'aligner plusieurs procédures connexes, ou tenir des conférences téléphoniques avec les parties ou les agents pour, par exemple, faciliter la planification de contre-interrogatoires ou ça pourrait être pour approuver des mesures d'adaptation lors de l'audience, comme, disons, le sous-titrage codé, ou ça pourrait être pour examiner les questions qui seront abordées lors des audiences. Donc, ces exemples sont des façons d'exercer la gestion de l'instance avec lesquelles vous êtes sûrement déjà familier. Et cette forme de gestion de l'instance, elle a été codifiée à l'article 95.2 du règlement. Donc, l'article 95.2 du règlement vous mentionne que le registraire a le pouvoir de rendre une ordonnance ou de donner toute directive qu'il estime appropriée en vue du déroulement efficace et efficient d'une procédure. Ce type de gestion-là, c'est un type de gestion qui pourrait se produire ou être utilisé une ou plusieurs fois durant une affaire. La disposition qui accorde des pouvoirs plus larges au registraire, c'est l'article 95.3 du règlement. Donc, c'est celle qui prévoit que le registraire pourra dorénavant fixer les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l'égard de la procédure, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la loi. Donc, ce deuxième type de gestion de l'instance est similaire à celui que l'on retrouve devant les tribunaux et c'est celui qui permet au registraire de désigner une procédure comme faisant l'objet d'une gestion de l'instance. C'est un pouvoir qui sera plutôt utilisé dans les cas nécessitant une gestion, disons, plus soutenue et plus continue d'une procédure. L'article 95.3 alinéa 2 du règlement énumère les circonstances que le registraire devra prendre en considération pour déterminer s'il convient de désigner une procédure comme faisant l'objet d'une gestion de l'instance, c'est-à-dire le niveau d'intervention susceptible d'être exigé par la procédure pour que les questions soient traitées de façon efficace et efficiente, la nature et l'étendue de la preuve, la complexité de la procédure, le fait que les parties sont représentées ou non, le nombre de dossiers connexes et le fait qu'un retard important a eu lieu ou est prévu dans le déroulement de la procédure. Donc, voici des exemples où le premier type de gestion de l'instance pourrait être utilisé, c'est-à-dire où le registraire pourrait donner une directive en vue du déroulement plus efficace de certaines parties de la procédure. On a choisi l'exemple où une ordonnance de confidentialité a été octroyée dans un dossier. Donc, première façon d'utiliser la gestion de l'instance, ça se passe avant l'audience. Donc, le décideur pourrait vouloir tenir une conférence téléphonique ou ça peut être aussi une lettre, envoyer une lettre pour énoncer quelle sera la procédure qui sera suivie lors de l'audience. Parce que comme c'est un dossier dans lequel une ordonnance de confidentialité a été accordée, si par exemple il y a des membres du public qui assistent à l'audience ou disons des examinateurs ou des agents en formation, ben, il faudra créer des salles virtuelles séparées pour les exclure parce que ces gens-là ne pourront pas être présents lorsque les parties, lorsqu'on va discuter durant l'audience du contenu qui est confidentiel.
Deuxième façon où le registraire pourrait exécuter ce type de gestion de l'instance, c'est, puis ça se passe plutôt à l'étape de l'audience. Donc, le décideur voudra peut-être discuter de la procédure pour la décision, comme par exemple, quelles devraient être les parties de la décision qui devraient être caviardées. Il pourrait aussi profiter de ce moment-là pour porter à l'attention des parties que s'il y a transmission du dossier à la Cour fédérale, ben celui-ci deviendra public si aucune mesure n'est prise. Et la troisième façon, c'est plutôt à l'étape de la décision. Donc, une fois la décision écrite, avant de la rendre publique, le décideur pourrait faire parvenir la décision aux parties et leur demander si elles voudraient, quelles sont les parties de la décision qu'elles voudraient caviarder, ou il pourrait leur demander de s'entendre sur les parties de la décision qui devraient être caviardées, ou simplement leur demander de confirmer si elles acceptent le caviardage proposé par la commission. Ensuite, le décideur va réviser les propositions des parties, bien sûr, pour s'assurer qu'elles sont conformes à l'ordonnance. Et ensuite, une décision publique caviardée sera produite et publiée. En terminant, voici une situation dans laquelle les circonstances pourraient justifier qu'une procédure soit désignée comme faisant l'objet d'une gestion de l'instance, donc une situation dans laquelle le registraire exercerait le pouvoir qui lui est conféré à l'article 95.3 du règlement. Il s'agit du cas où une demande est divisée en plusieurs demandes auxquelles le même opposant s'oppose ou s'opposera pour des motifs semblables. Donc, dans un tel cas, le registraire pourrait ordonner que la soumission des documents soit consolidée de manière à ce que, au choix d'une partie, les documents présentés à l'égard de la demande originale puissent être réputés soumis à l'égard de chacune des demandes divisionnaires. Donc ça pourrait permettre, par exemple, à un futur opposant de soumettre une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande originale et que, c'est à son choix, la déclaration d'opposition soit réputée soumise à l'égard de chaque demande divisionnaire. Ça pourrait aussi permettre à une partie de présenter une demande de prolongation de délai dans la demande originale et la demande de prolongation pourrait être réputée présentée à l'égard de chaque demande divisionnaire. Je vous mentionne que la consolidation, par contre, ne s'appliquera pas à la soumission des frais ou plutôt des droits prescrits au registraire. Donc, tous les droits prescrits pour chaque demande seront toujours exigés. Donc, si vous demandez une prolongation de délai dans la demande originale ainsi que dans toutes les demandes divisionnaires, eh bien, vous allez devoir payer le droit prescrit pour une prolongation de délai pour chaque demande. Donc, ceci conclut le webinaire. Je vous remercie grandement d'y avoir assisté. Si vous avez inclus des questions dans la boîte de clavardage, merci beaucoup de l'avoir fait. Donc, tel que mentionné en début de webinaire, une copie de la présentation d'aujourd'hui va vous être envoyée sous peu et vous allez peut-être recevoir aussi un petit formulaire aux fins d'évaluation de la présentation. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et au revoir.